Alors Pierre Billon, donc un livre consacré à Johnny Hallyday, que évidemment bien, tu as plus que bien connu. Oui, pas mal. Alors tu peux en dire quelques mots, ton Johnny à toi? Ah, déjà, pourquoi j'ai fait ce livre? J'ai fait ce livre parce que j'entendais beaucoup de choses sur les plateaux de télé qui n'étaient pas forcément la vérité, tout au moins pas la vérité que je connaissais moi. Donc j'ai voulu faire ce livre et puis finalement petit à petit j'ai parlé de ma vie qui finalement je me suis aperçu n'était pas si inintéressante que ça, de mon parcours avec Sardou, de mon parcours avec Liza Minnelli, avec Sinatra, avec tous ces gens-là. Et puis avec Johnny qui a été, j'ai été son producteur, j'ai écrit beaucoup de chansons pour lui. Et puis après j'ai été son ami de route, son frère, quoi, voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, pour voir qui il était vraiment, voilà. Alors aujourd'hui, Johnny est toujours l'icône du rock'n'roll, même s'il a disparu, on a vraiment le sentiment qu'il est toujours là, à travers malheureusement une actualité d'à côté, mais surtout à travers ses albums, ses disques qui se vendent toujours de façon extraordinaire. C'est-à-dire que Johnny sera toujours une icône parce qu'il a tenu le haut du pavé à la fois en tant que chanteur et à la fois en tant que fil rouge de nos années à nous, des années pas des fans mais des amis de Johnny pendant 50 ans. Donc il a connu les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents, les petits-enfants. Donc ça n'arrivera plus, je pense que ça va être compliqué. C'est la même chose que des gens comme Sardou, ce sont des gens qui ont fait des chansons qui ont fait pour les gens et non pas pour eux-mêmes. C'est des gens qui ne s'écoutaient pas chanter. Johnny ne s'écoutait pas chanter, Johnny n'écoutait jamais ce qu'il avait fait, et Sardou pareillement. Ce sont des chansons qu'ils ont fait pour les gens. Alors, généralement pour le bonheur des gens. Alors parfois, ces chansons étaient pour le bonheur des gens à travers leur malheur à eux, c'est arrivé, à travers leur coup de gueule dans le cas de Sardou, c'est arrivé aussi, à travers leur coup de gueule dans le cas d'Hallyday, c'est arrivé aussi, mais ce sont des chansons qui étaient incontournables dans une vie. Avoir été côtoyé par Sardou, c'est absolument, ou par Johnny, c'est incontournable dans une vie. Il y a toujours un anniversaire où tu entends une chanson de Johnny, il y a toujours un baptême où tu entends une chanson de Johnny, il y a toujours, on va dire malheureusement, un enterrement où tu entends une chanson de Johnny. La première fois que tu achètes une voiture, t'entends dans ta tête la chanson de Johnny. Donc ça reste 20 ans après, pour ceux qui l'ont eu quand ils étaient gamins dans la voiture et que c'était en siège bébé, 20 ans après, ils entendent encore la chanson. Et ça continue, c'est un fil, c'est une espèce de fil rouge. Johnny est un fil rouge de la vie des Français. C'est pour ça que c'est un truc absolument incontournable, qui existera toujours, mais qui sera différent, on va dire, tu vois. Maintenant, la nouvelle génération est une excellente génération aussi, mais qui monte trop vite, qui n'a pas eu le temps de faire ses racines à travers la France profonde, alors que Johnny, comme Sardou, comme Claude François à l'époque, ont mis leurs racines, ont mis leurs fondations à travers une France profonde, parce que les temps ont changé, tu comprends. L'époque de Johnny, par exemple, quand j'étais producteur de Johnny, on faisait 250 dates par an. Quand j'étais musicien avec Sardou, je faisais 250 dates par an. C'est-à-dire qu'on faisait les petites villes. Maintenant, on a fait les élites, donc on ne fait plus de petites villes. On fait une tournée, c'est 80 dates par an. Au pire des cas, je viens de terminer la tournée de Michel Sardou 2017-2018, qui a été une tournée extraordinaire, mais on a fait 80 dates. Pourquoi? Parce qu'on a fait pratiquement que des élites et que des grands stades. Donc tu fais à chaque fois 8 000 personnes, ou quand tu fais un grand stade, tu en fais 30 000 ou 40 000. Donc à ce moment-là, tu as ratissé, on va dire, toute la région. Et tu ne fais plus, comme à l'époque, des petites villes. Donc ces petites villes, c'était des racines au niveau des hôtels, c'était des racines au niveau des restaurants, au niveau des connaissances que tu te faisais. Donc c'était beaucoup plus important, la proximité vis-à-vis de l'artiste était plus importante qu'elle n'est maintenant. Maintenant tu arrives le matin en avion, tu fais ta balance, tu chantes, tu reprends l'avion le soir, tu rentres chez toi. Alors ça a des avantages que les gens n'ont pas compris dans le cas de Johnny. Les avantages par exemple sont que effectivement tu peux être là le matin pour faire une bise aux enfants. Et à les grandes époques où nous en tournions, malheureusement, tu n'étais pas là le matin pour faire une bise aux enfants, tu étais là sur la route pour faire en sorte que les enfants aient assez d'argent pour aller à l'école. Voilà. Alors Pierre, tu évoques Johnny et Sardou. Finalement, Johnny et Sardou, pour toi, ça a été le sujet d'une fâcherie. Ça a été celui d'une fâcherie pour une bêtise de Michel, un trait d'humour de Michel que je trouvais assez rigolo, mais malheureusement qui a été mal apprécié de l'autre côté. Michel a tendance sur scène à dire des bêtises. Bon, ça je l'ai entendu dire moult fois, puisque j'ai été avec lui, j'ai dû faire 1000 ou 1500 concerts avec Michel ou avec Johnny. Et un jour il a dit, maintenant que
maintenant que Johnny habite Gstaad, il va pouvoir apprendre à faire du ski au Viet Cong. Donc c'était vraiment un trait d'humour, une bêtise, quoi, une connerie. Et ils l'ont très mal pris et ils se sont fâchés. Et ils sont restés fâchés jusqu'à la fin, faut le savoir. Alors, Johnny était facile à vivre. Il n'est pas toujours. C'est un mensonge de dire qu'il était facile à vivre tout le temps. Non, il n'était pas. Il avait la même chose que nous. Il avait des doutes. Il avait des angoisses, de profondes angoisses. Pendant un moment, il avait tendance à boire un peu trop de vin blanc, on va dire, pendant un moment. Mais plus le temps a passé, comme tout homme, il s'est assagi. On ne va pas dire que le loup avait perdu ses dents. Il avait toujours ses dents, mais il ne mordait que dans les justes causes, on va dire. Alors certains lui ont peut-être reproché, même si ça a été des moments aussi où il a connu le succès, d'avoir suivi l'air du temps, la pop, les hippies, d'avoir toujours un petit peu, c'était peut-être l'entourage aussi. Est-ce qu'il en avait un peu des regrets quelque part, ou est-ce que finalement non, il se disait que c'était bien de... Non, Johnny a toujours été quelqu'un qui ne suivait pas forcément l'air du temps, mais était on va dire... 5 minutes en avance sur le temps et non pas beaucoup en avance. Il suivait la mode. Pourquoi? Parce que ça l'intéressait de suivre la mode. Il suivait l'actualité, il suivait la société, donc il suivait la mode. Mais effectivement, Johnny s'est habillé en hippie, Johnny s'est habillé en Bonnie and Clyde, Johnny s'est habillé en rocker, Johnny s'est habillé en branché wobo. Enfin bon, il a eu tout. Mais chaque fois, c'était en fonction de ses disques, très souvent en fonction de ses producteurs, et souvent en fonction du public qu'il n'avait pas forcément. Prenons l'exemple, par exemple, de Johnny, quand il a travaillé avec Berger, il n'avait pas l'intelligentsia parisienne, il l'a récupéré grâce à ce disque-là. Donc pendant ce moment-là, effectivement, il avait les cheveux courts, il était habillé mignon et mettait les chaussures plates, mais ça n'a pas duré longtemps, tu vois, le diable est revenu. Donc, mais c'était... Non, il n'a jamais regretté. Il se voulait être un artiste rock'n'roll, ça c'est certain. Des fois, il a fait de la variété. Il n'a pas réécouté les titres qui faisaient variété. D'ailleurs, ils étaient assez peu sur scène quand tu réfléchis bien. Il a souvent fait des disques où sorti de ces disques, n'était sur scène dans ses performances dans les concerts que quelques très petites doses homéopathiques de l'album qu'il venait de faire. Lui qui avait une passion pour l'Amérique, d'ailleurs quand il est décédé, les Américains ont dit le French Elvis est mort. Être simplement le French Elvis, est-ce que c'était pour lui peut-être une forme de regret, ou finalement il était non, très content Comment veux-tu regretter la carrière qu'il a faite? Aller aux États-Unis, c'était difficile. Effectivement, French Elvis, mais il y avait déjà un Elvis, faut pas exagérer non plus. C'est comme quand Paul Naref fait partie en disant je vais faire un malheur aux États-Unis avec les grosses lunettes blanches. Malheureusement, il y avait déjà un mec au piano qui jouait avec des lunettes blanches qui s'appelait Elton John. Tu comprends? Après, c'est compliqué. Mais sa vie américaine, c'était ce que je ne savent pas toujours. Je vais te juste donner un exemple. Johnny adore les stations-service. Ça paraît fou, hein? Bon. Moi aussi, j'adore les stations-service. Voilà, les stations-service à la française. Johnny adore s'arrêter dans une station-service, glandouiller, acheter un truc à bouffer, acheter une casquette, enfin, etc. C'est juste impossible à faire en France, on est d'accord? Bon, aux États-Unis, il restait longtemps dans les stations-service. Et quand on faisait de la route, pourquoi? Parce que quand on faisait de la route, il était à 10h du matin, il était Easy Rider, à 2h de l'après-midi, il était Marlon Brando, un peu plus tard dans la journée, il était Jean-Philippe Smet, et puis il restait Johnny Hallyday pour picorer les choses qu'il voyait. Mais l'Amérique est un territoire qu'il adorait, bien sûr, c'est un territoire qu'il adorait, parce que c'était le territoire de son enfance, de sa culture d'enfant. C'est-à-dire les grands espaces, le rock'n'roll, les motos, les voitures américaines, les jeans, etc. Johnny est un enfant du shape. Vous vous rappelez le shape, c'est-à-dire quand les troupes américaines étaient encore là, où on allait au shape acheter les disques, acheter les cigarettes américaines, acheter les jeans et acheter les chemises les vestes en madras. Donc tout naturellement, il s'est tourné vers les États-Unis, qui était un territoire formidable pour se promener et pour rouler, sans qu'il y fût trop connu, tu vois, sauf, effectivement, si tu allais dans les endroits de touristes, le Grand Canyon, un jour il m'a dit au Grand Canyon, on a fait le Grand Canyon dans les années 90 ou 91, le Grand Canyon, il me dit c'est incroyable, ils parlent tous français ici. Évidemment, ils parlaient tous français avec des touristes, on était en juillet.
aujourd'hui de Johnny qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur de Johnny? Tout. Les tatouages évidemment sont gravés sur ma peau. Et dans Vous mon aviez, cœur. vous aviez des mêmes tatouages On avait beaucoup de tatouages en commun. On n'a jamais eu les mêmes choses. Plein de gens me disent pourquoi t'as pas la même croix que Johnny. Parce que ma foi, Johnny avait sa croix et que moi j'avais la mienne. On s'est jamais copié ni l'un ni l'autre. On était des amis de cœur. On ne se copiait pas, des frères même. Qu'est-ce qui reste d'important dans ma vie? Alors, il me reste toujours une image que j'arrive pas à décrocher, que je décrocherai pas, puis j'ai pas envie de la décrocher d'ailleurs. C'est cette image de tous les deux dans un petit motel à 40 € le motel à Mexicanat. Et on est tous les deux assis, et lui il a la chambre 13, moi la chambre 15. On est assis, on vient de faire 500 km en moto, il fait chaud, il fait beau. Et là, il y a un photographe qui est là. Et le photographe vient nous voir en disant je fais des photos de Johnny. Et Johnny lui dit écoute, pourquoi tu fais des photos de moi? Tourne la caméra, regarde de l'autre côté. Et tourne la caméra, et de l'autre côté, il y avait le Grand Canyon. Ça, c'était Johnny. Il y avait les petits motels à 40 €. Ça me plaisait. Voilà. Merci Pierre Billon. Merci à toi, mon pote. Merci.